20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Ce soir, pour réagir à l'actualité, nous sommes avec David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonsoir David Cormand. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme, Emmanuel Macron est en ce moment même en train d'annoncer de nouvelles mesures sanitaires. Allègement du confinement, possible couvre-feu, réouverture des petits commerces. On reviendra évidemment sur les annonces en fin d'émission. On fera avant ça le point sur la possibilité d'un vaccin contre la Covid-19 en France dès janvier. La loi sur la sécurité globale inquiète, elle vient tout juste d'être adoptée par les députés. L'article 24 est notamment au cœur des controverses, article qui prévoit de punir la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. La liberté d'informer est-elle en danger? On se posera la question avant de revenir sur le projet écologique du gouvernement. On s'attardera également sur la vision de la laïcité par Europe Écologie Les Verts, une vision critiquée ces derniers jours. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission et à poser vos questions à David Cormand. Pour ça, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec David Cormand. C'est parti. Avant de commencer cette émission, on l'a appris il y a quelques heures, Christophe Dominici, une légende du rugby, est parti à l'âge de 48 ans. L'ancien ailier, on peut le dire, a véritablement marqué l'histoire du 15 de France et nous l'avions reçu, on avait eu la chance de le recevoir en juin dernier pour retracer son parcours. On avait pu découvrir une personne d'une grande gentillesse et toutes nos pensées vont évidemment à sa famille et ses proches. David Cormand, ça vous a touché ? Mais oui, parce que je suis d'une génération où, quand j'avais à peu près votre âge, c'était le moment où Dominici officiait en équipe de France. J'ai souvenir, j'espère que je ne me trompe pas, mais de la Coupe du Monde 99. Où on avait fait un parcours remarquable. En plus, c'était juste après la Coupe du Monde de foot de 98 et c'était un des piliers, alors pas au sens joueur, parce qu'il ne jouait pas pilier, mais de cette équipe de France. Donc oui, évidemment, on est un peu triste, surtout qu'il était jeune. Hein, il avait 48 ans et... Voilà, j'ai cru comprendre qu'il traversait une phase difficile de sa vie et c'est évidemment très triste. Donc on pense à ses proches, à sa famille, évidemment, et à tous ceux qui l'aimaient. Effectivement. David Cormand, une autre actualité a pris le pas aussi en ce mardi 24 novembre. C'est le mot du jour et ce mot c'est migrant. Hier soir, un campement de migrants place de la République à Paris a été évacué. Violemment évacués même par les forces de l'ordre, à en juger par les images qui ont été diffusées. Ils étaient une centaine de migrants, pour la plupart afghans. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé des images choquantes. L'inspection générale de la police nationale a été saisie. David Cormand, comment cette évacuation elle est inacceptable ? Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, sur le sort que notre civilisation européenne, nos pays européens, dit les pays des Lumières, réservent à des femmes et des hommes qui sont des réfugiés, des chercheuses et des chercheurs d'asile, qui vivent des situations atroces et qui essayent de survivre. Mais quel est le problème en France ? Comment ça se fait que ça arrive aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on ne traite pas comme il faudrait ce sujet. Il y a quelques jours, peut-être vous vous en rappelez, au nord de Paris, il y a eu ce qu'on appelle l'évacuation d'un camp et le nombre de places pour accueillir ces gens qu'on évacuait était largement sous-estimé. Plus de 1000 personnes sont retrouvées sur le carreau. Et comme on avait détruit leur camp, on appelle ça un camp, mais en réalité ce sont des bidonvilles, c'est même pas des camps aux normes humanitaires internationaux. C'est pour ça que Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Sainte, avait voulu faire un camp dans de bonnes conditions. Donc il y a la question de l'accueil des migrants. Il y a la question aussi de la violence des forces de l'ordre, qui est tout bonnement inacceptable dans une démocratie. Donc oui, c'est extrêmement choquant. Il faut arrêter avec cette façon de maintenir l'ordre qui, à la fin, maintient le chaos. Merci David Cormand. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans quelques instants, on revient sur les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. En attendant, c'est le moment d'en apprendre un peu plus sur vous, David Cormand, et votre carrière, de votre engagement auprès des écologistes en 1999 à votre élection au Parlement européen en 2019. Axel Rebaud retrace votre parcours. Bonsoir Axel. Bonsoir Manon Blangis. David Cormand, bonsoir. Vous êtes député européen du parti Europe Écologie Les Verts. Cet engagement chez Les Verts, il débute en 1999. Mais avant ça, vous avez eu d'autres vies. Animateur de classe de neige, serveur, vous avez même été acteur de théâtre. Maîtriser la comédie, David Cormand, c'est un atout en politique ?
Oui, je sais pas. Les mauvaises langues disent que c'est la même chose. La grande différence quand même, c'est que quand on est comédien, on joue un texte qui n'est pas nos propres mots, et on joue un personnage qui n'est pas soi. En politique, je pense que c'est plutôt le fait d'être soi-même et la sincérité qui est importante. Après, voilà, oui, c'est un peu le même truc, c'est qu'il s'agit de parler devant des gens et à la fin faire en sorte qu'ils soient séduits par ce que vous leur dites. Justement, on voit une certaine constante dans ces différentes vies que vous avez pu avoir, que ce soit donc face à une classe, face à des clients dans un restaurant ou des politiques, vous avez toujours été à l'aise d'une certaine manière, seul face à une audience en vérité. Ben, oui, vous êtes dans votre élément à ce moment. Oui, mais j'avais pas réfléchi à ce que vous me dites, mais c'est pas faux. Ben, j'aime bien le contact avec les gens. Je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à avoir une vie complète coupée des autres, même si j'aime bien les moments aussi de solitude, de contemplation. Mais oui, je pense que ce qui est enrichissant dans une vie, c'est une banalité ce que je vous dis, mais c'est les contacts qu'on a avec les autres, oui. On le disait, c'est donc en 1999 que vous adhérez au Parti des Verts, qui deviendra donc Europe Écologie Les Verts en 2010. Jamais vous ne vous êtes écarté de ce parti. Comment ça s'est fait déjà ce rapprochement en 99 ? C'est vraiment la volonté écologiste qui a primé ? C'est un peu par hasard, pour être franc, parce que j'avais envie d'un engagement politique dans ma commune, à Canteleu, près de Rouen. Et par les rencontres, notamment ma mère qui avait un collègue qui s'appelle Jean-Michel Bérégovoy, qui est d'ailleurs toujours un militant écologiste, qui était tête de liste à Rouen aux dernières municipales et qu'on est aujourd'hui adjoint, qui était instit comme ma mère, et qui lui avait dit mais moi je travaille avec les Verts, il devrait venir et tout ça. Et donc je m'étais rendu à des réunions des Verts où ils étaient d'ailleurs conformes à leur réputation, à s'engueuler, tout ça ou quoi. Donc j'avais été un peu décontenancé. Et puis j'ai appris à découvrir cette doctrine écologiste, j'ai envie de dire, cette vision de la société écologiste et qui m'a convaincu. Cette vision écologiste, donc, elle n'était pas là dès le début ? Non, le début de mon engagement, c'était sur la question de la démocratie, de la citoyenneté et de l'attachement aux valeurs humanistes. Et spontanément, pour moi, à l'époque, déjà, le Parti socialiste me semblait pas assez exigeant par rapport à ces valeurs. Je connaissais pas trop les partis plus à gauche. Et donc, oui, les Verts se sont trouvés être ma famille d'accueil, si j'ose dire. Et ensuite, je me suis enrichi des idées écologistes pour construire ma conscience politique. Vous n'êtes jamais parti du Parti des Verts. Est-ce que vous avez peut-être eu l'opportunité, l'envie parfois de quitter pour un autre parti ? Jamais ? Non, parce que je suis très attaché à l'engagement militant, à l'engagement politique. Et je ne vois pas d'autres familles politiques qui est plus proche de ce que je pense. Donc, aujourd'hui, ça veut dire Europe Écologie Les Verts, c'est le seul parti écolo de France. Attendez, pour moi, par rapport à ma sensibilité. Après, moi, je donne de leçons à personne, mais c'est en tout cas ce que je pense. Après, il y a des choses parfois qui ont pu m'agacer, mais vous savez, on est dans une société où on voudrait être d'accord à 100% avec tout le temps. Il faut accepter, encore une fois, quand on travaille avec d'autres. Et puis, ce qui m'intéresse en politique, c'est vraiment un sport collectif. On parlait de rugby, c'est vraiment un sport collectif, la politique, et l'écologie politique en particulier. Et donc, moi, je me suis trouvé bien dans cette famille. Et comme dans toutes les familles, des fois, on est fatigué ou quoi, mais on y reste. Entre 2016 et 2019, vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes alors le premier homme du parti. Est-ce que c'est un poste qui vous manque, David Cormand ? Est-ce que vous pourriez un jour être amené à reprendre la tête du parti ? Je crois pas, parce que je suis devenu secrétaire national dans une période extrêmement compliquée pour notre parti. On était à l'article de la mort. Notre secrétaire national précédente, Emma Kos, était partie au gouvernement. Bref, c'était pas une période très Vous n'en avez pas un très bon souvenir alors ? L'entrée en matière était compliquée, mais moi j'ai bien aimé reconstruire, encore une fois, un récit politique, une cohérence, en tout cas d'y avoir contribué. Et quand j'ai quitté le parti en 2020, on était dans une bonne situation. Donc je ne crois pas qu'il faille faire ça très longtemps. Moi je suis très heureux maintenant d'être député européen, on en parlera j'imagine, mais je ne crois pas qu'il soit sain de rester chef de parti trop longtemps. Vous dites que vous avez aimé reconstruire le parti, mais vous ne pensez pas aujourd'hui être la personne qu'il faut pour amener le parti plus loin. Personne n'est indispensable, surtout à ces postes-là. Vous savez, ça c'est aussi ce que j'aime bien chez les Verts, c'est qu'il n'y a pas le culte de la personnalité. Personne n'est indispensable aujourd'hui. Même non, tout le monde est utile. Personne n'est utile, mais personne n'est indispensable. Tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable. Et donc c'est ça qui est la différence. Donc moi je trouve que c'est bien qu'on fonctionne de cette façon-là. Encore une fois, c'est le collectif qui doit primer. Merci David Cormand. Je vous en prie. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG.
L'espoir renaît dans cette crise du Covid-19. Le groupe américain Pfizer a demandé vendredi l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de leur vaccin efficace à 95%. Moderna et son vaccin efficace, lui, à 94,5%, devraient bientôt faire de même. Certains restent tout de même sceptiques. On voit ça juste après Hangover de la 3 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Il est 20h14 sur Fréquence ESJ Hits and Talk et vous êtes bien dans 20h l'invité. David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, est en direct avec nous ce soir. Et on le disait, plusieurs laboratoires ont annoncé avoir trouvé des vaccins efficaces. 15% d'ailleurs des vaccins commandés par l'Union européenne iront directement à la France. Nous n'avons pourtant pas encore de date pour le début des vaccinations, alors que d'autres, comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, se préparent déjà à vacciner dès décembre. Axel Rebaud. David Cormand, quand est-ce qu'on doit commencer à vacciner les Français ? Quand on aura un vaccin sûr. Parce que la première chose, c'est qu'un vaccin, en général, entre le début des recherches et sa commercialisation, c'est 10 ans en moyenne. Là, on voit bien qu'on est sur des délais extrêmement courts. Donc vous ne faites pas confiance à ce vaccin qui est déjà en train de... Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que les différentes phases de tests soient effectuées et que les résultats de ces tests soient rendus publics pour qu'il y ait la confiance. Parce que moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait une mauvaise couverture vaccinale. Donc vous pensez qu'on se précipite avec les vaccins ? Non, je pense qu'il faut que toutes les étapes soient respectées. Et aujourd'hui, nous n'avons que des annonces de laboratoires. Et donc, il faut que les autorités sanitaires, dont le rôle, c'est de veiller à la sécurité des citoyennes et des citoyens, fassent leur travail. Donc moi, je ne peux pas m'appuyer uniquement sur les déclarations des laboratoires. Vous savez, d'ailleurs, les laboratoires devraient faire attention, parce que vous avez peut-être entendu que le patron de Pfizer, le même jour où il annonçait ce vaccin, a vendu pour plus de 5 millions de dollars des actions de son propre groupe. Donc on l'a dit, David Cormand, d'avoir un cadre de confiance. David, on le voit avec plusieurs pays. On a parlé donc des États-Unis, de l'Allemagne et le Royaume-Uni qui vont déjà commencer à vacciner dès le mois de décembre. Ils ont déjà planifié leur campagne de vaccination. Pourquoi la France, elle, on est si en retard ? On dit non, il faut encore faire des tests. Non, l'Union européenne, elle a commencé à planifier les choses. Madame von der Leyen, elle a déjà annoncé que l'Union achèterait pour 300 millions de doses de vaccins. Donc on n'est pas du tout en retard. L'Union européenne, elle a y compris contribué et participé à la mise en place de ces vaccins. Après, ce qu'on demande aussi sur ces méga contrats avec les laboratoires, c'est la transparence. D'ailleurs, j'ai fait voter un amendement sur le budget 2021 de l'Union européenne pour que ces contrats soient rendus publics. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelles garanties proposent ces laboratoires. C'est un sujet intéressant et important. Les labos, quand ils diffusent un vaccin, à quoi ils s'engagent ? Est-ce qu'ils s'engagent à seulement réduire les symptômes, ce qui serait déjà pas mal, mais ce n'est pas vraiment un vaccin ? Est-ce qu'ils s'engagent à éviter la transmission du vaccin, c'est-à-dire que les personnes soient plus contagieuses ? C'est un autre facteur. L'autre élément technique qui est important, c'est que le laboratoire Pfizer, il fait un vaccin pour le conserver. Il faut des congélateurs qui vont à moins 60, moins 70 degrés. Comment on va pouvoir vacciner massivement si on n'a pas dans toutes les villes ces congélateurs que nous n'avons pas. Et il y a d'autres laboratoires... David, vous parlez de l'Union européenne qui met en place une structure commune, mais dans les faits, on voit bien que tous les pays de l'Union européenne agissent en vérité uniquement dans leur coin, avec leur propre campagne de vaccination. L'Espagne, elle, prévoit de vacciner un quart de sa population les 3 premiers mois de 2021. On le voit, l'Allemagne, les Allemands commencent déjà en décembre. Pourquoi est-ce qu'en vérité, on a l'impression, dès qu'il y a une crise, finalement, la solidarité européenne... Non. C'est deux choses. La solidarité européenne, là, elle opère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une campagne européenne commune ? Parce que vous ne pouvez pas empêcher les pays de faire ce qu'ils entendent par ailleurs. L'Europe, elle n'a pas de compétences santé. Elle s'en est emparée à l'occasion de cette crise sanitaire pour aller plus vite et permettre d'avoir plus rapidement des vaccins qui soient fiables. Et donc, ce n'est pas un manque de solidarité, c'est que par ailleurs, certains pays décident d'aller plus vite. Mais sur l'Europe, Madame von der Leyen, elle a annoncé qu'elle souhaitait commencer des vaccinations dès le mois de décembre, donc comme les pays que vous avez cités. Donc, je ne crois pas que ce soit ça le sujet. Le sujet, c'est, à mon avis, de faire attention à ce qu'il y ait une très bonne transparence dans cette affaire et surtout qu'on s'assure de vacciner tout le monde. Et donc, il y a une confiance de la population par rapport à ces vaccins. Troisième
Juste, vous parlez de la confiance des populations envers les vaccins. Est-ce que vous craignez, notamment en France, on sait qu'on a beaucoup de mouvements complotistes, en tout cas qui se méfient des vaccins. Est-ce que vous feriez vacciner dès que les doses seraient disponibles? Oui, bien sûr. S'il y a toutes les garanties sanitaires, je le ferai, comme je me suis vacciné des vaccins qui existent. Vous encouragez les Français à se vacciner? Oui, mais attention, parce que en France, on est un des pays où il y a la plus grande défiance par rapport aux vaccins. Il y a près d'un Français sur deux qui ont une défiance par rapport aux vaccins. Et attention de ne pas considérer que ces 50%-là seraient tous des complotistes. Parce que plus on a ce discours-là, plus on enferme les gens dans leur certitude, et à la fin, un vaccin où il n'y aurait que 50% de la population qui se vaccine, c'est un vaccin qui n'est opérant pour personne. Donc en fait, le sujet... Comment on fait pour convaincre ces Français? La transparence. La transparence. C'est pour ça qu'il faut du temps? En tout cas, il faut de la transparence. Et s'il faut quelques semaines de plus pour qu'il y ait bien toutes les garanties, que les gens soient rassurés, en fait, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Parce que si on se précipite, les gens se détournent de ce vaccin, et à la fin, c'est bon pour personne. Et donc, moi, le truc le plus important pour tous les traitements médicaux, d'ailleurs, c'est qu'il faut que les citoyens patients soient confiants dans la médecine qu'on leur propose. Donc vous êtes contre une obligation pour les Français de se faire vacciner contre le Covid-19? Je suis sceptique sur l'obligation vaccinale. Je sais qu'il y a des débats sur ce sujet parce que toutes les études qu'on a à notre disposition montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre la couverture vaccinale, dont je vous parle, et le fait qu'on oblige à la vaccination. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'obligation vaccinale, aucune. En France, il y a un certain nombre de vaccins qui sont dits obligatoires, et on a une défiance par rapport au vaccin et une couverture vaccinale qui est moins bonne que dans des pays où il y a zéro obligation vaccinale. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on oblige que ça marche mieux. Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Donc vous nous dites, David Cormand, qu'il faut convaincre les Français. Pour ça, il faut plus de transparence, donc plus de temps pour les études. Lorsque vous voyez d'autres pays européens qui, eux, ont l'air donc de se précipiter, en tout cas de mettre en place très rapidement des campagnes vaccinales, vous dites que finalement ils ont tort. Mais ça c'est vous qui le dites. Au niveau européen, j'ai pas l'impression qu'aucun pays se précipite. Et encore une fois, je vous l'ai dit, au niveau européen, Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, elle projette de faire les choses en décembre. Pourtant, en France, c'est pas le cas. Moi, je suis pas. La haute autorité de santé en France affirme qu'ils vont mettre en place leur verdict final pour la campagne vaccinale mi-décembre. Mi-décembre, on aura déjà des Européens dans d'autres pays qui, eux, seront déjà vaccinés. Oui, mais si l'autorité médicale en France dit qu'elle a besoin de 15 jours de plus pour vérifier que les choses vont bien, moi, j'ai pas de raison de remettre en question cette décision. Elle est sans doute sage. Ça, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des trucs en Russie, ils vaccinent déjà. Il y a déjà un vaccin en Russie. Ce qu'il faut simplement, David Cormand, Emmanuel Macron vient justement de s'exprimer sur les vaccins et il a déclaré que les premiers vaccins seront administrés dès la validation des autorités compétentes et il ne rendra donc pas le vaccin obligatoire. Oui, ça me paraît logique. Très bien. Merci, David Cormand. Merci. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est aussi l'occasion pour vous qui nous écoutez de pouvoir poser vos questions à David Cormand. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ avec le hashtag Fréquence ESJ tout simplement. On posera ces questions en fin d'émission. Vendredi, l'Assemblée nationale a adopté l'article 24, article très controversé de la loi sécurité globale qui pénalise la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Aujourd'hui, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale et avant même que le texte ne soit approuvé dans son ensemble, Jean Castex a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir David Cormand. Bonsoir. Vous la jugez de bonne foi cette initiative du Premier ministre? Moi je suis pas juge des âmes, donc je sais pas s'il est de bonne foi ou pas. En tout cas, ça se fait de consulter avant de proposer une loi le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel pour veiller à ce que les choses soient dans les clous, ou le faire après coup. Pour vous, il n'y a pas eu volonté de couper l'herbe sous le pied aux députés insoumis, communistes ou socialistes qui voulaient le porter? Peut-être, mais pour moi l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est ce qu'implique cette loi et le changement qu'elle implique dans notre rapport à l'état de droit. Vous savez, quand l'ONU, quand la Commission européenne, quand la défenseur des droits française interpelle et dénonce ce projet de loi et alerte notamment sur la question de la liberté de la presse, moi je suis extrêmement inquiet parce que je constate que ces dernières années, et là on atteint quelque part un paroxysme, il y a une tentation de réduire les libertés individuelles,
réduire les droits fondamentaux au nom de la sécurité. Pourtant, cet après-midi, le texte a été adopté à 388 voix pour et 104 contre. Donc, oui, LREM a une majorité à l'Assemblée. Si on part du principe que l'Assemblée nationale représente fidèlement le peuple français, on pourrait penser que le peuple français a envie d'une loi comme ça. Ça, j'en sais rien. D'abord, avec cette logique-là, on n'aurait pas besoin d'opposition. On laisserait faire les majorités comme elles l'entendent. Et par ailleurs, j'ai pas le souvenir que dans la campagne présidentielle, le président de la République, c'est-à-dire quand les gens ont voté, avait annoncé, pendant la campagne législative en 2017, avait annoncé qu'il y aura une réduction, notamment des droits de la presse. Et donc, c'est là qu'il y a un petit problème. Et encore une fois, moi, j'appelle tout le monde à être vigilant là-dessus. Et il y a d'ailleurs une formule célèbre. C'est qu'à chaque fois qu'on vous promet de vous garantir plus de sécurité, en échange de renoncer à vos libertés, à la fin, vous perdez les deux. Vous perdez vos libertés, mais vous perdez aussi en matière de sécurité. Tous les drames que nous connaissons, toutes les crises que nous connaissons ne trouveront pas de réponse en réduisant les libertés individuelles. Même du côté de LREM, des voix se portent. Nathalie Sarl, notamment, elle a une députée qui affirme que nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés individuelles. Des députés de la majorité qui prennent de telles distances avec ce texte. Pour vous, ça vous inquiète encore plus ? Non, ça me rassure. Ça me rassure qu'il y ait un certain nombre de parlementaires qui se rappellent pourquoi ils ont été élus et qui servent, en l'occurrence, un peu de lanceurs d'alerte au sein de la majorité. Je crois que ce qui se passe en réalité est très grave. Surtout que la promesse électorale d'Emmanuel Macron n'était pas celle-là. C'était celle de la révolution, c'était celle du nouveau monde, c'était celle de plus de modernité, de plus libérale, pas seulement au niveau économique. Pour l'instant, vous avez vraiment peur de cette loi ou vous avez l'espoir qu'elle soit cassée par le Conseil constitutionnel ou alors qu'elle soit pas vraiment appliquée? Éric Dupond-Moretti, par exemple, le garde des Sceaux, dit dans le droit pénal français, on ne peut pas poursuivre des gens pour une intention, mais pour un acte ou pour un fait. C'est-à-dire que la loi est caduque. Mais donc pourquoi la faire ? Pourquoi créer ce climat délétère? Pourquoi envoyer ce message où les gens sont a priori suspects? Ça crée une ambiance, au-delà de la loi en elle-même, ça crée une ambiance dans notre pays qui est extrêmement anxiogène, extrêmement destructrice. Et moi, je suis inquiet de cette ambiance-là. Parce que quand on crée cette ambiance-là, quand on crée ce chaos, qu'est-ce qui en tire profit? Vous parliez tout à l'heure des complotistes. On parle de l'extrême droite. En fait, on donne raison à cette espèce de brutalisation du débat, une brutalisation du débat public. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour notre démocratie, notre République, pour notre pays. David Cormand, vous qui êtes eurodéputé, vous êtes donc en contact avec des députés d'autres pays. Eux, est-ce qu'ils vous en parlent de cette loi? Quel regard ils ont sur ce courant autoritaire dont vous dites que la France est victime? Ça commence un peu, parce que vous savez peut-être qu'au niveau européen, nous avons le débat, je ne vais pas être trop long, mais sur le débat sur le budget pluriannuel, et il y a le plan de relance, et il y a des débats notamment avec l'état de droit en Hongrie et en Pologne. Et donc on est en train de serrer le kiki, si vous me passez l'expression, à Orban et ses amis, pour leur dire, si vous ne respectez pas l'état de droit, vous n'aurez pas de budget européen. Et en même temps, la France fait des lois qui sont critiquées au titre du non-respect de l'état de droit par l'Union européenne. Et donc ça crée une image de la France, y compris au niveau européen, un peu paradoxale, où, encore une fois, Macron était vu au départ comme un fédéraliste, progressiste, libéral au sens, pas seulement économique du terme, au sens des idées, etc., etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout les politiques qui met en œuvre. Si le Conseil constitutionnel approuve cette loi, ça veut dire qu'elle est conforme à la Constitution, et alors, est-ce que là, on n'aurait pas un problème de fondement, clairement, avec la Constitution ? Ça va dépendre, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher cette affaire-là, s'il considère qu'elle est conforme à la Constitution, dont acte. Et encore une fois, ça... Et si ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Il faut contester cette loi et puis une alternance politique pour la retirer, pour l'abroger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la démocratie, c'est comme ça. Mais alors, comment aller à l'encontre de la Constitution? Je comprends pas. Qu'est-ce qui peut être encore plus haut, encore plus puissant que la Constitution pour régir les lois de la République? C'est pas parce qu'une loi de la République est conforme à la Constitution que c'est une bonne loi. On verra si elle est conforme à la Constitution. Même si le Conseil constitutionnel qu'elle est conforme à la Constitution, on peut considérer qu'elle est mauvaise, ce qui est mon cas. Gérald Darmanin a fait de nombreuses déclarations ces dernières semaines, notamment que les journalistes devaient se déclarer auprès de préfectures lors de manifestations. Pour vous, le ministre de l'Intérieur, il déforme sciemment le droit ces dernières semaines? Je pense que M. Darmanin fait, un peu comme avait fait Valls d'ailleurs, dans d'autres proportions encore, fait des démonstrations d'autoritarisme parce qu'en réalité, il veut montrer qu'il agit
alors que dans le même temps, on réduit les moyens de l'État de pouvoir respecter le droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pour que les choses se passent mieux, y compris en matière de sécurité? C'est des forces de renseignement, c'est des forces de police, c'est de la prévention, c'est des travailleurs sociaux, etc., etc. Et donc, on fait de la suractivité législative pour pallier une sous-activité sur la réalité des politiques publiques qui peuvent endiguer ce dont nous souffrons aujourd'hui. Merci David Cormand. Merci. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Hier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, affirmait qu'elle ne partageait pas la vision de la laïcité de certains élus d'Europe Écologie Les Verts. Ce week-end, c'est la maire de Paris qui protestait contre les élus écologistes. On en parle juste après Fly Away de Tonzenai sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Fréquence ESJ Hits and Talk, il est 21h30, l'heure de vous dire que vous pourrez retrouver cette émission et toutes celles de Fréquence ESJ sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre toute notre actualité. En attendant, nous sommes avec David Cormand, député européen Europe Écologie Les Verts jusqu'à 21h. EELV a un problème avec la République. Ces critiques d'Anne Hidalgo à l'encontre de votre parti, David Cormand, ont fait réagir Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. La maire de Paris pointe du doigt certaines ambiguïtés chez les Verts avec le principe de laïcité, Axel Rebaud. David Cormand, est-ce que Europe Écologie Les Verts a un problème avec la République ? C'est très difficile de répondre aux allégations qu'on nous oppose. Vous avez parlé de celles d'Anne Hidalgo et d'autres, parce qu'elles ne sont appuyées sur rien de concret. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fait établi qui permette de pouvoir prétendre que d'une manière ou d'une autre, les écologistes en général, Europe Écologie Les Verts en particulier, auraient un problème avec la République, la laïcité, etc. Selon etc. vous, ces attaques d'Anne Hidalgo sont complètement infondées ? Oui, et surtout, enfin, elles sont infondées. Elles sont infondées par rapport à nous, mais elles ne sont pas dénuées d'arrière-pensée. Et donc, je crois qu'il y a une volonté de la part du Parti Socialiste, et sans doute d'Anne Hidalgo, d'essayer de, déprécier, dévaloriser les écologistes, qu'elle vit comme des concurrents, alors que nous sommes censés être ses partenaires, autour de la question de la République. Pourtant, Anne Hidalgo a dit que les différences entre Europe Écologie Les Verts et les socialistes n'étaient pas irrémédiables, qu'elle ne fermait pas la porte aux écologistes. Mais il faudrait savoir, de deux choses l'une. Soit on considère, à tort, mais on a le droit de le considérer, qu'Europe Écologie Les Verts a un problème de compatibilité avec la République. Mais moi, par exemple, je serais incapable de m'allier avec des partenaires dont je considérerais qu'ils ont des incompatibilités ou un problème de clarté avec la République. Pourquoi ? Parce que la République, c'est ce qui nous fédère. C'est ce qui fait qu'on est dans le champ de la démocratie et de la politique française. Et pourtant, David Cormand, lorsque Anne Hidalgo et une grande part de la classe politique critique Europe Écologie Les Verts sur son problème avec la République, c'est aussi sur son rapport avec la laïcité. En 2019, notamment, Europe Écologie Les Verts, dont vous êtes alors le secrétaire national, participe à la marche contre l'islamophobie organisée par le Comité contre l'islamophobie en France, le CCIF. C'est une association récemment dissoute par le gouvernement à cause de ses liens avec l'islam radical. Est-ce que vous regrettez cette manifestation, David Cormand ? Non, mais d'abord, cette manifestation n'avait pas été organisée par le CCIF. C'était l'un des participants. Mais c'est pas pareil. Et pourtant, elle participait. On a beaucoup de personnalités, notamment de l'islam radical, certains fichiers S. Vous savez, c'est des questions qui sont très importantes. Et c'est pour ça qu'il est important d'être extrêmement précis. Cette manifestation n'a pas été organisée par le CCIF. Pourtant, elle y participait. Oui, cette manifestation est organisée par tout un tas de personnalités politiques. Et moi, je revendique le fait d'avoir participé à cette manifestation. Pourquoi y avons-nous participé ? Quelques jours avant, à Bayonne, des vieilles personnes, des vieux messieurs musulmans, ont été pris pour cible par des armes à feu devant une mosquée. Et moi, en tant qu'écologiste, mais aussi en tant qu'humaniste, quand on vise avec des armes à feu des femmes et des hommes à cause de leur appartenance religieuse, bien sûr que je manifeste. Quelques mois avant, j'avais manifesté pour Madame Mireille Knoll, qui est une femme juive qui a subi une agression, qui a été tuée à cause du fait qu'elle était juive. Et j'ai manifesté. Vous savez qui y avait à cette manifestation ? Il y avait Marine Le Pen. Est-ce que j'ai regretté d'avoir manifesté ? Non. Parce que quand on manifeste, c'est pour une cause. Et c'est pas parce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord à cette manifestation que vous devez refuser d'y être. David Cormand, dans la même veine, il y a un peu plus d'un mois, Samuel Paty, le professeur, a été assassiné par un islamiste et à Paris, le conseil municipal a voté pour donner ce nom, Samuel Paty, à une rue. Et les membres du conseil municipal parisien qui appartiennent à Europe Écologie Les Verts ont fait remarquer que normalement, ce serait contraire au règlement, que normalement, on devrait attendre 5 ans après la mort du professeur. Ça a été assez
malvenue, selon la maire PS. Non, d'abord, l'histoire n'est pas celle-là. L'histoire, c'est qu'on a dit aux écologistes qu'ils s'étaient abstenus sur ce vœu, ce qui est un mensonge. C'est-à-dire qu'on a divulgué un mensonge factuel, qui a été corrigé ensuite. Non, Madame Hidalgo l'a pas corrigé dans son interview récente. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité corriger. Maintenant, les faits étant ce qu'ils sont, tout le monde a dû en convenir. Tout le monde a voté ce vœu. Tout le monde, y compris la présidente du groupe écologiste à la mairie de Paris, a commencé son intervention en disant « Bien entendu, nous voterons ce vœu ». Et elle a rappelé qu'il y avait effectivement un règlement intérieur qui n'est pas l'œuvre des écologistes, il date de 1938, comme vous l'avez dit, qui indiquait qu'en général, on attend un délai de 5 ans pour prendre ces décisions. Pourquoi on le fait ? Notamment pour prévenir la famille, notamment pour discuter de quel endroit on va donner cette dénomination de rue. Et donc là, c'est pas ce qui a été fait, mais rappeler ce règlement intérieur signifiait pas du tout qu'on était contre cette dénomination. La preuve, nous l'avons voté. David, pour revenir à cette marche contre l'islamophobie de 2019, pour lequel Europe Écologie Les Verts avait été vivement critiqué, déjà à l'époque, Didier Lesky, qui est l'ancien chef du bureau des cultes, jugeait que cette marche était l'œuvre des d'activistes identitaires musulmans. On peut pas vraiment dire que vous ne le saviez pas. Vous dites que vous avez marché côte à côte avec Marine Le Pen contre l'antisémitisme, mais là, est-ce que vous appelleriez encore une fois, si c'était à refaire, les écologistes à marcher côte à côte avec des islamistes ? J'appellerai à chaque fois les écologistes à marcher pour s'élever contre le racisme et contre des personnes qui sont victimes de stigmatisation, voire de violence, voire de mort, à cause de leur appartenance religieuse, ou de leur origine, ou de leur apparence. Toujours. Et nous avons toujours été constants là-dessus. Et il n'y a pas de raison de changer d'avis. Encore une fois, ce procès est hallucinant parce qu'on parle de laïcité. C'est quoi la laïcité dans notre République ? C'est la déclinaison dans le rapport à la religion de la devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté de croire ou de ne pas croire. Égalité entre les gens, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance. Et fraternité, c'est l'empathie par rapport aux autres. La République, c'est pas l'amour de l'uniformité. La République, c'est l'amour de la différence. Et en tout cas, moi, c'est dans cet esprit-là que je suis et nous sommes pleinement républicains. Merci Axel Rebaud. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. On aborde maintenant avec vous, David Cormand, le sujet, l'enjeu qui est au cœur de votre parti, l'écologie. Le 26 mai 2019, Europe Écologie Les Verts arrivait en 3e position aux élections européennes, une percée historique. Avant le confinement, les marches pour le climat se multipliaient. Avec le confinement, le gouvernement a promis une relance verte. Mais où en est vraiment l'écologie en France et en Europe ? On fait le point avec Bastien Cochet. David Cormand, le coronavirus, c'est un frein dans la dynamique écologiste ou c'est une chance inespérée ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Le coronavirus, d'abord, c'est une crise sanitaire sans précédent qui plonge dans le désarroi la population mondiale, qui crée une crise économique et donc une crise sociale sans précédent. Est-ce que justement, c'est pas le bon moment avec une cassure pour passer à un autre système ? Eh bien ça, vous savez, c'était ce qu'on racontait pendant le premier confinement. C'était de dire qu'il y aura un avant et un après. Et donc que cette crise révélait, d'ailleurs à juste titre, l'origine probable du coronavirus. C'est des causes environnementales. Vous savez, c'est la réduction de l'espace entre les zones de biodiversité où vivent les animaux sauvages et nous, Homo sapiens. Et donc vous avez une transmission d'un certain nombre de virus qui mutent et qui se transmettent à nous et qui nous rendent malades. Mais selon vous, il n'y aura pas de monde d'après ? Donc il faut analyser les causes pour lesquelles nous sommes dans les tourments actuels et y apporter des réponses. Depuis la fin du premier confinement, on entend une toute autre musique, qui est au contraire qu'il faut réactiver le monde tel qu'il était et recommencer les mêmes erreurs. Et à mon avis, c'est évidemment une faute. Il faut que notre civilisation opère un virage dans son rapport à la production et à la consommation, dans son rapport au vivant, dans son rapport à l'émancipation. Et il ne faudrait pas que cette crise... C'est pour ça tout à l'heure, quand on parlait de la loi sécurité globale, quand on parle de la tentation autoritaire, il ne faudrait pas que ce virus et que cette crise accélère encore le mouvement vers l'autoritarisme, le repli sur soi et l'individualisme. Alors pour rester vraiment sur l'écologie, les ministres de la transition écologique et de la justice ont annoncé le nouveau délit d'écocide ce week-end pour punir les atteintes à l'environnement. L'État agit quand même là pour l'environnement. Oui, alors... C'est une bonne chose de faire cette loi. D'ailleurs, France Nature Environnement, à juste titre, l'a saluée parce que ça donne une base juridique pour un certain nombre de poursuites. Notez que cette loi, si elle est adoptée, c'est l'application en France d'une directive européenne qui date de 2008. Donc pour voir rien de nouveau. Non.
C'est nouveau parce qu'on l'avait ignoré depuis 12 ans. Donc c'est nouveau. Au moins, une directive. D'ailleurs, cette directive, elle va être réactualisée l'année prochaine. Donc pour vous, donc, on attend... la France est en retard par rapport à l'Europe. Mais alors, comment l'Europe peut plus se faire respecter, plus imposer ses lois, notamment au niveau de l'écologie? Elle le fait, elle condamne la France régulièrement pour non-respect des règles environnementales, que ce soit par rapport à la chasse, par rapport à la pollution. Oui, mais en 12 ans, il peut se passer plein de choses. Donc, pourquoi les militants, et notamment la Convention citoyenne pour le climat, et beaucoup d'ONG réclament un crime d'écocide? Pourquoi un crime et pas un délit? Parce qu'un crime, c'est pas les mêmes peines. C'est pas non plus les mêmes investigations. Et c'est pas la même dissuasion. Justement, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a évoqué un problème de constitutionnalité à l'égard du mot crime. Pour vous, c'est un faux argument? Peut-être qu'il est juste, mais il aurait fallu l'étudier. Donc là, on a une réforme clé en main qui est une avancée, puisqu'on répare un retard de 12 ans. Mais ce n'est que la réparation d'un retard de 12 ans, mais c'est mieux que rien. Et je pense, en tout cas, les experts, y compris juridiques, qui travaillent sur la question de crime d'écocide, considèrent qu'il est possible. Et sinon, on a le droit de changer la Constitution. Vous savez, la Constitution sur la question environnementale, elle a déjà été changée, avec la question du principe de précaution. Donc on a su déjà changer la Constitution dans le sens de la prise de conscience écologique et environnementale. Après, il faut que le droit suive. Pas de crime d'écocide là, un délit donc, mais c'est quand même 3 à 10 ans de prison en fonction du degré d'intentionnalité, amende de 375 000 euros à 4,5 millions d'euros. Ça fait, c'est quand même assez lourd. Oui, enfin vous savez, quand vous avez l'explosion d'AZF Toulouse ou quand vous avez le naufrage de l'Erika, c'est beaucoup plus de 4,5 millions d'euros. C'est-à-dire que les crimes ou les destructions qu'on implique à l'environnement, elles sont... incompensable. Pour vous, ça devrait être fait au prorata des conséquences? C'est pour ça qu'on souhaite le statut de crime. Et y compris, on souhaite qu'il puisse y avoir des crimes à la Cour pénale internationale ou avec des poursuites pour les gens qui détruisent de façon irréversible notre patrimoine commun qu'est la nature. Ce dont on parle, c'est de la capacité pour l'humanité de pouvoir continuer à habiter la Terre. Et donc, quand on altère cette possibilité à ce que la vie puisse continuer sur Terre, ça ne peut pas être considéré comme un simple délit. Par ailleurs, dans le projet de loi qui est proposé, on poursuit que s'il y a eu infraction à la loi. C'est-à-dire que si vous avez été aussi assez habile pour détruire l'environnement sans avoir commis une infraction pour le faire, eh bien, vous risquez rien. Or, il y a une obligation de résultat juridique, d'action juridique, quand vous procédez à une destruction, même si vous avez été assez fin pour contourner le droit de l'environnement. Au-delà de ce délit d'écocide qui sera mis en place, David Cormand, 30 milliards d'euros pour la transition écologique dans le plan France Relance. Pour vous, on est sur la bonne voie ou encore une fois, ce n'est pas assez? J'attends de les voir déjà. Parce que les 30 milliards dont vous parlez, sur 100 milliards, c'est ni plus ni moins que le pourcentage prévu par le plan de relance européen. Le plan de relance européen et le budget européen d'ailleurs, qui sont deux choses différentes, impliquent désormais qu'il y ait 30% pour l'action climatique, plus 10% sur la biodiversité. Là, on est à 30 milliards sur 100 milliards, donc seulement 30%. Pas 30 pour 10. Je suis désolé de vous saouler de chiffres, mais vu que vous m'interrogez dessus, je suis bien obligé d'y répondre. Et pour l'instant, moi, ces 30 milliards-là, je ne les ai pas vus. J'ai vu les autres dépenses, qui sont parfois d'ailleurs nécessaires pour répondre à l'urgence. Et parfois des dépenses qui sont structurelles, par exemple, l'abattement supplémentaire d'impôts pour les entreprises de 10 milliards. Mais alors, comment expliquer qu'il y a une prise de conscience écologique chez beaucoup de citoyens, mais que pour l'instant, il n'y a pas de transformation dans un mouvement politique écologiste fort? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on mène les écologistes jusqu'au pouvoir? D'abord, laissez-nous 5 minutes. Il me semble que nous y participons depuis quelques années avec le score aux européennes, un certain nombre de victoires aux municipales, et nous continuons d'accompagner cette prise de conscience citoyenne. Mais là où vous avez raison, c'est que quand les aspirations des citoyennes et des citoyens vont vers l'écologie, mais qu'ils élisent des personnes qui se désintéressent de l'écologie, il n'y a pas de traduction politique de ces aspirations. Merci David Cormand. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Emmanuel Macron vient de l'annoncer, le confinement pourrait être levé le 15 décembre si la situation sanitaire le permet. On revient sur toutes ces nouvelles mesures sanitaires dans moins de 3 minutes, juste après Euphorise de Vidéo Club sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h49 sur Fréquence ESJ Hits and Talk, et ce n'était pas Euphorie mais bien Bulletproof de La Roue que vous venez d'écouter, vous l'aurez reconnu. Si vous avez manqué quelques minutes de 20h l'invité ou que vous souhaitez écouter nos émissions précédentes, c'est possible. Rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify ou Deezer. Toutes les émissions sont disponibles en entier évidemment. Et on y vient enfin
Il y a quelques minutes, le président de la République s'exprimait. Il a révélé les mesures d'allègement du confinement pour les prochaines semaines. Fête de Noël, petit commerce, restaurateur. Bastien Cochet fait le point avec vous, David Cormand. David Cormand, donc les annonces du président sont les suivantes. À partir de samedi, le confinement et les attestations resteront en vigueur. Le télétravail va se poursuivre. Par contre, tous les commerces pourront rouvrir. Bonne nouvelle pour vous ? Oui, bien sûr, parce que c'était insupportable pour beaucoup de commerçantes et de commerçants qui ont déjà beaucoup de difficultés parce qu'on leur a mis dans la tête il y a 40 ans les grandes surfaces. On a ajouté depuis les plateformes type Amazon. Et donc, c'est extrêmement important pour nos territoires, nos communes, qu'il y ait des commerces de proximité. Et ce sera possible de respecter un protocole sanitaire assez rigoureux ? Vous savez, dans d'autres pays européens, on faisait le comparatif sur les vaccins tout à l'heure, sur les pays européens. Dans d'autres pays européens qui ont moins parié que nous sur les grandes surfaces, ils ont réussi à maintenir leur commerce de proximité parce qu'il y en avait suffisamment pour l'ensemble de la population. Nous, en France, on n'a pas pu le faire parce qu'on a tellement détruit les petits commerces pour les grandes surfaces que si on avait maintenu les petits commerces, ça aurait posé un problème, d'après ce qu'on nous a dit. Donc oui, il faut les ouvrir, et je dirais même plus. Moi, j'appelle chacune et chacun à faire l'ensemble de leurs cadeaux de Noël dans ces commerces, de faire l'ensemble, quand ils en ont les moyens, de leurs courses dans ces commerces, et de boycotter Amazon et les achats en ligne. En tout cas, dès samedi, donc ce sera possible de retourner dans ces commerces. Il y a une autre règle qui change. Il y avait la règle des 1 km et de 1 heure de temps de sortie par jour. Maintenant, ce sera 20 km et 3 heures. Est-ce que c'est pas un peu trop ? Est-ce qu'on dessert pas un peu trop la ceinture d'un coup ? Je veux dire, l'histoire des 1 km, c'est une absurdité. Personne au monde n'a fait cette règle des 1 km. C'est débile. Non mais vraiment. Quand vous habitez en ville, dans une zone où il n'y a pas de nature ou rien, d'ailleurs on avait fait un recours, nous les écologistes, pour l'accès à la nature, y compris et surtout en période de confinement. Vous êtes dans la nature, vous embêtez personne. Et donc là, cette règle du kilomètre, c'est pour ça à mon avis qu'ils reviennent dessus, parce qu'elle est idiote. Oui, vous pouvez vous éloigner, marcher. Tout le monde est dans un état psychologique atroce. Il y a besoin d'avoir ces temps de respiration. Donc pour vous, même 20 km et 3 heures, c'est encore absurde comme mesure ? Bah c'est moins pire que si c'était pire. Je sais ce que je vous dis, c'est moins pire que le truc d'avant. Donc ça permet quand même de pouvoir prendre l'air et de s'aérer. Oui, ça c'est une bonne chose. Alors ce déconfinement, il sera par étapes. Le 15 décembre, si on arrive au stade des 5000 cas par jour, eh bien il y aura deux nouvelles mesures. Le confinement levé d'abord, mais un couvre-feu de 21h à 7h, avec 2 exceptions pour Noël et pour le Nouvel An. Est-ce qu'on risque pas de faire des cluster parties à ce moment-là ? Écoutez, je pense que contrairement au premier déconfinement, d'ailleurs je rappelle que notre actuel Premier ministre était celui qui avait été censé réussir le premier déconfinement, on fait un déconfinement ou un déconfinement progressif qui n'est pas open bar, dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas idiot, parce qu'on a eu l'erreur, je pense, après le premier confinement, de dire c'est bon, c'est fini, on reprend la vie comme avant. Non, tant qu'il n'y aura pas un vaccin qui aura été largement diffusé, tant qu'on n'aura pas fini avec cette épidémie... Mais pour vous, ces 2 soirées donc, où tout sera un peu permis, c'est important. Mais c'est pas tout est permis. Ou en tout cas, de braver le couvre-feu, en tout cas de ne pas avoir de couvre-feu. De rentrer chez vous après le réveillon, si l'endroit où vous faites le réveillon, c'est pas un endroit où vous pouvez rester dormir. Après, les gens pas de risque inconsidéré pour vous. Non, le problème, en plus, je veux dire, le problème d'être contaminé, c'est pas le moment où vous prenez votre voiture pour partir de là où vous êtes, pour rentrer chez vous le soir de Noël, le jour de l'an. Oui, c'est le moment où vous êtes avec votre famille et où c'est là qu'il faut faire attention. Vu que ce confinement sera à ce moment-là levé, on pourra donc de nouveau se déplacer un petit peu partout en France et donc possiblement une circulation du virus plus importante. Ça vous inquiète pas ? Bien sûr que je suis inquiet, comme tout le monde. Après, il faut quand même continuer de vivre avec les règles sanitaires minimum. Et donc là, moi, j'ai tendance à faire confiance à ceux qui nous disent que, voilà, en faisant par étapes, on maîtrise la diffusion du virus, en espérant que ça s'enchaîne avec un vaccin. Alors, les salles de cinéma à partir du 15 décembre et les théâtres pourront être ouvertes, mais par contre, pour les restaurateurs, non. Est-ce que là, il n'y a pas un petit peu aussi un peu d'illogique dans ces mesures ? Je sais pas, parce que l'endroit, par définition, quand vous êtes dans un bar ou un restaurant, c'est un endroit où vous parlez, où vous n'êtes pas très loin des gens, vous ouvrez la bouche, puisque vous mangez, vous n'avez pas le masque en permanence, et donc c'est un endroit où potentiellement, vous avez une diffusion du virus qui peut être important. Et donc, c'est terrible pour la restauration, surtout qu'à la saison d'hiver,
Alors ça ne concerne pas tous les Français et toutes les Françaises, mais les restaurateurs ne pourront réouvrir qu'à partir du 20 janvier. Si tout va bien, si tout va bien. Oui. Tout va bien. D'ailleurs, Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique pour le Covid, lui dit que le seuil des 5000, donc qui serait nécessaire pour commencer à déconfiner le 15 décembre, ne sera en fait atteint que fin décembre. Donc est-ce que Emmanuel Macron n'a pas fait des annonces un petit peu dans le vent ce soir ? Non, je pense qu'il essaye de préparer la population en ayant, contrairement à la première fois, le soin de dire que tant qu'il n'y a pas de vaccin, c'est pas terminé. Et donc, il faut accepter de faire les trucs par palier, où à chaque fois on évalue si les décisions qu'on a prises ne font pas remonter le vaccin. Je pense qu'y compris en matière pédagogique et y compris pour nous reprendre des habitudes ou changer nos habitudes, c'est moins brusque que de passer du tout ou du rien au tout ou de tout ou rien. Alors pour l'enseignement supérieur, alors les lycées reprendront en présentiel à partir du 20 janvier si tout se passe comme prévu, mais alors pour l'enseignement supérieur ce sera 15 jours plus tard. Est-ce que là, on n'est pas en train de mettre encore plus un coup dur à tous ces étudiants qui ont pu avoir déjà du mal à suivre leurs cours pendant le confinement? Vous avez raison, cette pandémie, elle a été terrible, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est souvent celles et ceux qui ont une vie sociale, si j'ose dire, la plus riche, et où c'est encore plus compliqué de ne pas être en contact avec les autres. Moi, je pense aux étudiants qui sont dans leur chambre de crous ou qui ont dû retourner chez leurs parents ou je sais pas quoi, qui sont coupés des autres. C'est absolument atroce. Après, la différence entre les lycées et les universités, c'est que dans les lycées, c'est des classes de 25, 30, 35. Dans les amphithéâtres, dans les universités et dans les TD, c'est beaucoup plus de monde et c'est beaucoup plus surchargé. Donc j'imagine que c'est ce qui explique cette décision. Merci David Cormand. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est bientôt fini. Il nous reste quelques minutes ensemble, David Cormand, pour faire l'agenda politique de la semaine. Demain, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des collectifs comme Nous Toutes comptent se mobiliser sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a une semaine, on apprenait que les services de police et de gendarmerie avaient enregistré une hausse de 16% des signalements concernant les violences conjugales en 2019. Et encore plus inquiétant, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2019, 25 de plus que l'année précédente. David Cormand, des mesures ont été prises il y a 1 an avec le Grenelle contre les violences conjugales. C'est suffisant aujourd'hui ? Pardon, mais non. Il n'y a pas de mesures qui ont été prises. En tout cas, des mesures qui ont pu être prises étaient cosmétiques. C'est-à-dire que là, vous avez eu, sur un sujet particulièrement douloureux et sensible, des annonces qui n'ont pas été suivies des faits. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, alors concrètement ? Il faut de l'accompagnement des personnes victimes, le fait de faire en sorte qu'elles soient mises à l'abri par rapport à un conjoint ou un ex-conjoint violent, que la justice soit plus réactive. Alors il y a eu 1000 places d'hébergement qui ont été mises en place. C'est peanuts, ce dont on parle, ça touche des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de femmes dans notre pays. Il y a la question j'essaie d'être rapide parce qu'il faut être rapide, mais la question de la formation de la police, comment on accueille la parole et comment on suit les plaintes qui sont déposées. Aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de femmes qui se sentent en capacité de déposer plainte, et surtout, quand elles posent plainte, la part de condamnation, la proportion de condamnation est dérisoire. Donc il y a une question judiciaire, il y a une question de la police, il y a une question de la prévention, il y a une question de l'accompagnement social. Vendredi doit avoir lieu l'opération commerciale du Black Friday dans le monde. En France, elle a été reportée au 4 décembre. Ce report, c'est ce qu'il fallait, David Cormand ? Non, il fallait l'interdire. C'est incroyable. Totalement. Bien sûr, mais il y a une loi qui a été faite, la loi anti-gaspillage de Madame Poisson, qui n'avait pas que des avantages, mais elle avait celui-là. Elle prévoyait qu'en dehors des soldes, toutes les autres opérations commerciales qui consistent à casser les prix et qui seraient coordonnées puissent être interdites. Donc c'est une régression, y compris par rapport à une propre loi, une loi qu'a voté ce gouvernement. C'est absurde. Le Black Friday, c'est une catastrophe pour nos commerces, mais y compris pour notre rapport à la consommation. Encore une fois, je ne vais pas être trop long, mais c'est un faux ami des consommatrices et des consommateurs. Pour finir, très rapidement, une question que nous avons sélectionnée sur Twitter. On le sait, Europe Écologie Les Verts va organiser une primaire en 2021 pour la présidentielle de 2022. Et Thierry vous demande qui vous comptez soutenir pour ces primaires. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à cette question et je le dirai en temps utile, mais pour l'instant... Aucun nom ne ressort pour vous ? Si, c'est des candidatures qui sont solides, celle de Sandrine Rousseau, celle de Éric Piolle, celle de Yannick Jadot, bien sûr.
Mais je pense qu'aujourd'hui, le temps n'est pas à la présidentielle. Tout le monde s'excite sur cette affaire déjà depuis trop longtemps. C'est dans 1 an et demi. Et donc, il y a des élections régionales, il y a une actualité politique, on en a parlé pendant 1 heure, et donc l'élection présidentielle, elle viendra en son temps. Merci David Cormand. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci David Cormand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Demain, en direct de 20h à 21h, c'est Storytelling, votre émission de divertissement. Et j'en profite pour vous annoncer que comme chaque année, Fréquence ESJ est partenaire du Téléthon. Samedi 5 décembre, vous pourrez donc retrouver toute l'équipe pour une grande émission. Mardi prochain, on se retrouve avec un nouvel invité politique, 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h, en direct sur Fréquence ESJ.